Le 13h, Véronique Barbier. À la une, en ce lundi de Pentecôte, des boues à évacuer, des maisons à nettoyer. Dans la région de Hanu, des pluies diluviennes ont fait d'importants dégâts hier. Des bassins d'orage existent, mais ils n'ont pu éviter les inondations. Benjamin Carlier nous attend sur place. Long week-end d'attente pour des dizaines de chauffeurs poids lourds près du port de Zeebruges. La police est venue à leur rencontre ce matin. Question de voir si leurs droits sont respectés par les employeurs et on le verra avec Imad Messoudi. Les infractions sont nombreuses. Pardon. Fin de la fête du jubilé en Grande-Bretagne, fin de l'accalmie pour Boris Johnson. Il sera soumis ce soir à un vote de confiance suite à son comportement pendant le Covid. Et comme nous le précisera Anaïs Cordoba, la fronde vient de son propre parti. Tradition et folklore également au menu avec la Sainte-Rolante à Gerpine. Les habitants de la région sont ravis de la retrouver après 2 ans de pandémie. Une déception amère pour l'Ukraine. Le pays ne participera pas à la Coupe du Monde. Défaite hier en match de barrage, les Yellow Blue espéraient pourtant gagner pour honorer leur pays en ces temps de guerre. Bonjour à tous. À nouveau, des inondations en province de Liège. Hier, dans la région de Hanu, l'eau est parfois montée de plus d'1 mètre. Les pompiers sont restés sur le pont de longues heures et ce matin, place au constat. Quelques 200 maisons ont été touchées. Elles vont devoir être expertisées afin d'évaluer les dégâts. Retour sur place avec l'une de nos équipes, Benjamin Carlier, Jean-Philippe Verhoost et Pascal Sanqui. En 1 heure de temps, sa maison était recouverte de 60 cm de boue. Aucune pièce du rez-de-chaussée n'a été épargnée. Cet habitant d'Hanu avait déjà connu quelques inondations, mais jamais d'une telle ampleur. J'ai tout perdu, des souvenirs, oui, les jouets de ma petite fille aussi, j'ai vraiment tout perdu, quoi. Et l'eau a atteint le niveau de la boîte aux lettres, hein, donc c'est pour vous dire. Hier soir, elle a commencé à évacuer et nettoyer avec l'aide de quelques amis, mais elle attend encore les pompiers pour venir pomper sa cave complètement sous eau. Et aujourd'hui, elle se sent bien seule face à l'ampleur des dégâts. Hier, j'avais de l'aide, j'avais des gens autour de moi, tout allait bien, et aujourd'hui, waouh, je suis seule et je me rends compte que finalement, je me demande si je ne vais pas déménager en fait. Heureusement, tout le monde n'a pas connu de dégâts d'une telle ampleur. Ici, c'est principalement la cave qui a été complètement sous eau. On termine le nettoyage avec des amis et on commence aussi à faire le calcul de toutes les pertes. Depuis 13h30, on va dire, c'est vidangeage, pompage, nettoyage, raclage de boue, essayer de sauver ce qu'on peut sauver. Vous avez beaucoup de pertes ? Vous pouvez voir dans la remorque, il y a une grosse partie déjà. Donc on était dans les travaux, toutes les plaques de gyproc qui étaient déjà en stock, c'est pour la poubelle. Hier après-midi, l'eau a dévalé cette rue, inondant toutes les maisons situées à hauteur des trottoirs. Dans cette habitation un peu plus surélevée, seuls quelques centimètres d'eau sont entrés. Des propriétaires plus âgés qui ont pu compter sur une belle solidarité pour remettre leur maison en état. Toute la famille est venue donner un coup de main. Oui. La famille, les amis, ils sont venus donner un coup de main. Hier soir, on a eu les voisins qui sont aussi à côté, qui sont venus nous aider pour nettoyer à l'intérieur. Ce qu'on pouvait, hein, le plus gros, quoi, je veux dire. Hein. Au pot fine. Vu l'ampleur des dégâts, cela prendra encore du temps avant que ce quartier d'Hanu ne puisse retrouver une vie normale. Oui, inondation dans plusieurs villages autour de Hanu, mais également dans le centre-ville. La pluie a également fait des dégâts sur place Benjamin Carlier. Des maisons sont même sous surveillance car elles sont instables. Oui, il s'agit de 4 maisons ici situées dans le centre-ville de Hanu. Leurs caves ont été inondées hier après-midi et puis quelques heures plus tard, des fissures ont commencé à apparaître sur certains murs porteurs, des fissures de 2, 3, 4 cm. Les habitants ont donc dû être évacués hier et vous le voyez derrière moi, on commence à stabiliser les bâtiments. Des experts sont également descendus sur place pour voir si ces maisons peuvent rester habitables, si des travaux sont nécessaires ou s'il va falloir les abattre. Pour l'instant, le travail de l'expertise est en cours pour voir si ces maisons sont véritablement en train de s'effondrer ou s'il y a un grand danger ou pas. Voilà pour ces précisions en direct. Merci Benjamin Carlier. Et puis de nombreux habitants interrogés par nos équipes hier critiquaient la gestion des égouts et le rôle joué par les bassins d'orage. Y a-t-il à ce niveau une défaillance ? Fallait-il prévoir plus de zones tampons pouvant recueillir en peu de temps d'importantes quantités d'eau ? Voilà des questions qui suscitent, vous allez le voir, pas mal de tensions dans la région. Le reportage de Marie Bourguignon, Gilles Larondel et François Roideau.
Ce matin, ils sont en colère. Ces 3 habitants d'Annu ont été inondés hier. Ils se sont déplacés jusqu'au bassin d'orage à quelques mètres de leur maison pour constater son débordement. Ils y croisent la directrice générale de la commune d'Annu et un employé du SPW. Les fiches sont faites, après il faut les mettre en œuvre et les budgétiser. Il y a des choses qui prennent beaucoup d'argent et il y a des choses moins d'argent. Et donc tout ça a été priorisé, etc. Il fallait le mettre en œuvre. Mais pas à votre manière, les gars. Nous avons quand même un mot à dire, nous sommes du village. Ce que vous allez faire, je pense que normalement on a le droit de savoir comment vous allez le faire avant de jeter de l'argent. C'est de l'argent public que vous jetez. Hein. Jean-Marie Launay vit à Annu depuis toujours. Il suit de près le travail des autorités communales. Je suis venu au Monte, moi, ici. Donc ce bassin d'orage, vous avez vu sa construction? J'ai vu faire, madame. Et il est 2 mètres bas minimum, mais on ne l'a jamais curé. Il est à 3/4 plein. Mais il ne récupère plus qu'un quart d'eau, quoi, comme dire. Et qu'il y a moyen de l'agrandir et que ça ne va pas coûter grand-chose. Au lieu de faire leurs digues et leurs histoires, je ne comprends pas. Depuis des inondations en 2001, des zones d'immersion temporaire et des bassins d'orage ont été creusés à plusieurs endroits dans la commune. Le bourgmestre, sinistré lui aussi, a lancé un plan de lutte contre les inondations il y a quelques mois. Depuis 1 an et demi, on a lancé une grande réflexion sur la commune pour créer une dizaine de zones temporaires un peu partout sur le territoire. Voilà, maintenant, il faut faire l'acquisition des terrains, il faut réaliser des travaux, c'est des choses qui prennent du temps. Mais on va essayer de contacter la région wallonne et voir si elle sait nous accompagner dans cette démarche pour que ce soit plus rapide. Hier, en quelques heures à Annu, l'eau est montée jusqu'à 1,50 m par endroit. En Grande-Bretagne, le jubilé est à peine terminé que la réalité rattrape Boris Johnson. Il sera soumis ce soir à une motion de défiance qui émane notamment des députés de son parti. L'annonce est tombée ce matin. Le Premier ministre, qui a violé plusieurs règles anti-Covid pendant le confinement, est de plus en plus affaibli, Anaïs Cordoba. Mais est-il menacé pour autant par le vote de ce soir ? Eh bien, les dés ne sont pas encore jetés. Pour le renverser, il faut 180 voix contre lui. Ça représente 50% des députés conservateurs plus une voix. Alors certes, il y a un grand mécontentement contre lui dans son parti depuis le scandale du Partygate. Un mécontentement qui a peut-être même culminé pendant ce jubilé. Les élus conservateurs se sont inquiétés de voir comment Boris Johnson a été hué par le public le jour de la messe à la cathédrale Saint-Paul. Il y a eu aussi un sondage ce week-end qui a indiqué une forte chute de popularité pour les conservateurs à cause de Boris Johnson. Et ça a dû convaincre quelques élus de plus qu'il était temps de se débarrasser de leur leader. Mais lui, Boris Johnson, a l'air très confiant dans ses capacités de remporter ce vote. Ce matin, il s'est même dit ravi de pouvoir présenter ses arguments aux élus conservateurs. Il va s'adresser à eux cet après-midi. Il lui reste aussi de nombreux alliés dans son parti et ils sont sortis en force ce matin pour le défendre. Si Boris Johnson l'emporte ce soir, alors il est intouchable pendant 1 an. Selon les règles du parti, plus aucune motion de censure ne peut avoir lieu pendant cette période. Pour cette précision depuis Londres, merci beaucoup Anaïs. Un point présent sur ces combats qui s'intensifient toujours en Ukraine, notamment à Zverenodonetsk. C'est les forces ukrainiennes qui affirmaient il y a quelques heures avoir repris la moitié de la ville, mais visiblement, depuis, la situation s'est dégradée sur place. Il s'agit d'une zone stratégique dans l'est du pays. Notons aussi que le président ukrainien se serait d'ailleurs rendu dans 2 grandes villes toutes proches de là afin de soutenir les troupes. L'armée ukrainienne qui affirme aussi avoir tué un général russe. Il serait mort dans des combats près de Lugansk. Roman Kutuzov n'est pas le premier haut gradé à perdre la vie. La Russie parle de 4 généraux tués. L'Ukraine cite le chiffre de 7. Ce sont évidemment des pertes importantes lors d'un conflit de cette taille. À suivre dans ce journal, un hommage à ces soldats belges qui ont participé au D-Day. C'était le 6 juin 1944, il y a tout juste 78 ans. C'est sans doute l'une des conséquences du réchauffement climatique. L'impressionnante rivière qui traverse la ville d'Ispahan en Iran perd de son ampleur. À certains moments de l'année, elle s'assèche quasi complètement. Visite du Zoo Park, c'est une nouvelle attraction touristique inaugurée à Vaux-sur-Sûre. Alors c'est pas vraiment un zoo, pas vraiment un parc, mais c'est un projet surprenant soutenu par de nombreux bénévoles.
C'était donc le 6 juin. En 1944, des milliers de soldats alliés débarquaient sur les plages de Normandie pour venir prêter main forte sur la ligne de front. Une opération sans précédent à laquelle quelques Belges participent, notamment des pilotes qui volent dans la Royal Air Force. Paromita Widar, Valérie Deusink, Vincent Oufti et Benjamin Vorporten se sont plongés dans nos archives pour nous raconter leur histoire. Ils partent pour une nouvelle mission. Ces pilotes sont belges, ils font partie des quelques 640 compatriotes qui ont rejoint la Royal Air Force durant la Seconde Guerre. À leur côté des mécanos, belges aussi. Au total, cela représente 2000 hommes. Assez pour que les Britanniques créent 2 escadrilles, 100% noir, jaune, rouge. Quelque part en Grande-Bretagne, une escadrille belge de chasseurs. Leurs appareils, des Spitfire. Les voilà, en formation impeccable. Et les Belges sont de toutes les batailles, à commencer par celle d'Angleterre. Nous sommes en 1940. À bord de ces 2 avions, 29 Belges participent à la défense du dernier bastion allié. Une défense héroïque qui empêchera les nazis de débarquer en Grande-Bretagne. Pour pouvoir réussir cette invasion, ils avaient absolument besoin d'être maîtres du ciel au-dessus sud d'Angleterre. Ce qu'ils n'ont jamais obtenu grâce à ces pilotes-là. Bon, surtout les pilotes anglais, mais les Belges, les Polonais, les Tchèques qui y volaient. Et c'est pour ça qu'ils sont considérés comme les héros, comme les sauveurs d'Angleterre, quoi. D'autres vont les rejoindre et fuir la Belgique occupée. Le trajet est périlleux, mais ces futurs pilotes veulent libérer la Belgique. Je crois que c'était une motivation importante. Il y avait encore à l'époque certainement un sentiment national qui prévalait. Les Belges participent aussi à la plus grande opération militaire de l'histoire, D-Day. Alors que les Alliés débarquent sur les plages normandes, les Belges, eux, assurent leur couverture. Ils ont l'honneur d'être les premiers à voler. Joseph Moureau en est à sa 2e mission du jour. Il est dans son Spitfire quand soudain, avec son équipier, il croise la route d'un bombardier allemand. Jean Moreau me dit « Je n'ai plus de munitions, c'est pour toi ». Et à ce moment-là, je vois ces arcs allemands qui tournent à droite et moi je suis ici. Moi j'ai pris le petit raccourci, hein, et je l'ai... Il a fait ça avec son avion sur le dos, puis il a explosé. Donc, j'ai tué un homme. Des Belges vont se distinguer, récolter des médailles et des distinctions, mais au prix de lourdes pertes. Un pilote belge sur 3 meurt au cours du conflit, preuve que l'espérance de survie était particulièrement faible. Il y avait des missions plus dangereuses que d'autres, bien entendu, mais un pilote pouvait espérer une dizaine de missions au grand maximum. Donc dès le moment où on dépassait ce score, on devenait quelque part quelqu'un d'important. Les pilotes qui survivent à la guerre viennent alors ici, à Beauvechain. Ils y poursuivront leur carrière militaire et poseront les bases de notre armée de l'air. Mais d'autres vont rejoindre la Sabena. C'est ce qu'a fait Joseph Moureau, qui n'a jamais regretté son combat pour défendre son pays. Je suis encore fier maintenant. Ces pilotes, ces héros, aujourd'hui ils ne sont plus là. Joseph Moureau était le dernier. Il est mort en 2020 à 99 ans. Quelques images à présent d'un paysage quasi lunaire. Un tapis de cendres a recouvert les environs du volcan Bulusan aux Philippines. Volcan qui s'est réveillé, des milliers de personnes ont dû être évacuées. Les autorités craignent de nouvelles éruptions dans les prochaines heures. Et voilà qui termine ce rendez-vous d'information. Merci pour votre fidélité au JT de 13h. Vos prochains rendez-vous sur la Une, c'est la météo avec Caroline Dossogne et puis l'émission Affaires conclues. Très bel après-midi à toutes et tous et à demain.